Alors, vous avez été prévenu en partie 1, mais on va le redire une bonne fois pour toutes. Cette partie est réservée aux spoilers. Si vous regardez cette partie, c'est que vous avez fini le jeu, ou que vous vous en foutez d'être spoilé. Voilà. Maintenant, on y va. On vient d'aborder la révolution visuelle de Final Fantasy VII, mais avant même d'atteindre ce genre d'image, les Final Fantasy ont toujours impressionné par la qualité de leur scénario. Alors abordons le récit et commençons à analyser le storytelling de ce jeu, et en quoi il est révolutionnaire bien au-delà du saut graphique de l'époque. Alors, oui, je vois venir d'ici les détracteurs habituels des histoires de Final Fantasy, le jeu est principalement en ligne droite. En même temps, je connais pas beaucoup de jeux qui te laissent les faire dans le désordre, à l'exception de jeux sans scénario comme Ultima 4, ou de jeux à mission ou à monde ouvert. Faut bien se dire que le choix multiple est l'ennemi d'une histoire, qui a traditionnellement un début, un milieu et une fin, et rend quasi impossible d'y mettre un message. On parlera bientôt du spoiler ultime, mais quand on l'abordera, vous verrez que le mettre ailleurs n'aurait pas du tout eu le même impact. Et puis bon, dans le désordre, ça ferait juste un bordel de quêtes annexes et d'appendices par-ci par-là, et si on ajoute du choix multiple, je sais pas si vous imaginez le bordel de programmation que ce serait. Faudrait 20 ans pour faire un jeu, parce que techniquement, on en ferait 4 ou 5 en même temps. J'ai jamais compris cette critique, à mon sens, issue des joueurs de RPG sur table, qui voudraient un maître de jeu qui invente l'histoire. C'est juste pas concevable, et c'est pas un reproche à faire. Certes, il existe des jeux avec des choix multiples, mais généralement ils ne changent que des dialogues, il y en a que 3 ou 4 qui changent les événements et le déroulement de l'histoire. Ce sont très souvent des jeux très courts, et pas dans les 50 heures de récit intense comme un Final Fantasy, et quasi aucun jeu ne peut se raconter dans le désordre ou ne laisse aux joueurs le choix de quand ils veulent changer le récit. Ils le modifient aux endroits prévus pour, et codés pour. Dans le meilleur des cas, on peut réaliser des quêtes annexes, même certaines qui développent le scénario, dans le désordre, mais il y a toujours une intrigue principale qui évolue d'une façon prédéterminée. FF7 ne nous permet peut-être pas de créer ou de modifier l'histoire, ou de la faire dans le sens qu'on veut, mais il nous permet absolument de la vivre. Alors il y a bien quelques trucs annexes, ou accessibles à plusieurs moments différents du jeu, mais jusqu'à ce qu'on ait atteint le haut vent, on est assez limité dans notre choix vis-à-vis de la progression de l'histoire, et même après avoir eu le haut vent, rien de ce qu'on fait n'affecte l'histoire. On peut faire certaines quêtes avant ou après avoir reçu certains persos, ce qui changera les dialogues, mais rien ne changera le déroulement du jeu lui-même, de l'histoire. Seuls quelques éléments précis ont une issue variable, comme certains mini-jeux, certains morceaux de scène et certaines scènes spéciales, comme la soirée en amoureux. Mais de fait, chaque niveau de liberté offert par un choix de dialogue, une vaste plaine, un véhicule permettant d'accéder à d'autres zones, etc., est une vraie récompense, en plus d'encadrer l'avancée du récit. La conséquence de ce récit linéaire, c'est qu'il est parfaitement géré. La progression dramatique de Final Fantasy VII est quasi irréprochable et est un des points essentiels qui a participé au succès persistant du jeu dans la mémoire des joueurs. L'histoire démarre in medias res, comme dans la tradition établie par les précédents jeux, aidant à l'immersion du joueur, et par la suite, tout va crescendo. On commence par mener la guerre idéologique d'un petit groupe contre le président d'une corporation maléfique, on continue pour se retrouver face à un ennemi mystique, et enfin on affronte la planète elle-même qui fait sortir des armes gigantesques pour se défendre. On commence par découvrir Midgar, et ensuite on découvre un ancien peuple sur lequel on a fait des expériences scientifiques, des exactions dissimulées, des villes entières détruites et reconstruites pour faire disparaître l'épreuve, le plan de Sephiroth avec le météore, l'utilisation d'un canon géant contre des kaiju. Les enjeux augmentent avec la régularité d'une horloge pour maintenir le joueur investi dans les événements et agrandir le spectaculaire et le scope de l'histoire. Grosso modo, FF7 est construit comme un film. On a un acte 1 qui introduit les enjeux, Shinra, Sephiroth, Ancien, et arrive l'élément déclencheur de l'histoire, ou plutôt l'enlèvement d'Aeris et l'attaque du secteur 7. Démarre alors la prise d'action, les héros décident de s'engager dans la défense de la planète, et on amorce l'acte 2 quand on réalise que Sephiroth sera le vrai danger, pas la Shinra, même si elle l'est parmi les sous-scénarios. Ça prend environ 8 heures de jeu, ce qui, si on réduit le jeu entier à un film de 2 heures, correspondrait aux 15 à 30 premières minutes. On développe ensuite une stratégie en explorant le passé de Cloud, se renseignant sur notre ennemi et sur les moyens de le contrer, tout en rencontrant des obstacles. Et au moment où on pense passer aux choses sérieuses, Aeris meurt, marquant le milieu de l'acte 2, le premier échec et le changement de disque. On continue ensuite la courbe descendante du récit, le passé était faux, on perd Cloud, les armes se réveillent et le météore est invoqué. Mais la chance commence à tourner quand on récupère le haut vent qui nous libère la quasi-totalité de la carte du monde, sauf dans les terrains accidentés. On s'oppose à la Shinra, on récupère des véhicules ou des objets clés, et enfin Cloud, et quand on a réglé son compte à la dernière arme obligatoire, les autres sont des ajouts de la version internationale, et à la Shinra, donc quand on a réglé toutes les sous-intrigues et obstacles, démarre l'acte 3 et son climax, l'affrontement avec Sephiroth et le disque 3 qui contient la fin du jeu. Mais ça encore une fois, les anciens jeux, notamment les 4, 5 et 6, l'avaient plutôt bien géré.
La différence principale, c'est à quel point on ressent la progression dramatique, et ça passe notamment par les dialogues. Non, pas juste les textes. De la même façon qu'une map est devenue un plan, qu'un écran de chargement est devenu un cut, les textes sont devenus des dialogues. Plus besoin d'être aussi dirigiste qu'avant, et surtout plus besoin d'économiser sur le texte, comme on l'a vu, avec les problèmes de traduction que ça implique. Les personnages sont désormais libres d'exprimer leur personnalité à chaque phrase, dans chaque situation, et avec autant de phrases qu'ils le veulent, et comme à peu près tout est écrit par les mêmes personnes, de véritables personnalités s'expriment et les séquences de discussion deviennent de vraies scènes de dialogue. Comparez simplement une rencontre dans Final Fantasy VI... Hey, t'es de retour avec nous? Tu m'as sauvé? Garde tes remerciements pour les Moogles. Je me rappelle de rien. Tu es amnésique? Un vieil homme m'a dit que ma mémoire reviendrait. C'est sûrement vrai, ce n'est qu'une question de temps. De toute façon, il peut rien t'arriver, t'es en sécurité avec moi. Ne t'inquiète pas, je t'abandonnerai pas avant que la mémoire te revienne. Jamais plus l'Empire ne remettra la main sur toi. Au fait, ceci est un passage secret, il pourrait te servir un jour. Alors ne l'oublie pas. Et une dans Final Fantasy VII. Je vous préviens, c'est plus long. Tu vas bien? Tu es dans l'église des taudis du secteur 5. T'es tombé de nulle part tout à coup, j'ai vraiment eu peur. Je suis tombé? Le toit et les fleurs ont dû amortir ta chute, t'as eu de la chance. Ces fleurs, elles sont à toi? Désolé. C'est pas grave, ici les fleurs sont assez résistantes parce que c'est un lieu sacré. On dit qu'il est impossible de faire pousser de l'herbe et des fleurs à Midgar. Mais pour une raison inconnue, les fleurs poussent très bien ici. J'aime cet endroit. Alors, comme ça on se retrouve? Oh! Tu te souviens pas de moi? Si, je me souviens. Tu vendais des fleurs. Ah, ça me fait tellement plaisir! Pourtant tu m'as pas acheté de fleurs? Enfin, ça fait rien. Dis, t'as de la matéria, non? Eh bien, moi aussi. De nos jours, on trouve de la matéria partout. Oui, mais la mienne est spéciale. Elle ne sert absolument à rien. À rien? Dis plutôt que tu sais pas t'en servir. Non, non, je t'assure, elle sert vraiment à rien. Je me sens en sécurité de l'avoir. Elle appartenait à ma mère. Dis-moi, j'ai envie de parler un peu, tu veux bien? Après tout, le destin nous a de nouveau réunis, pas vrai? Pourquoi pas? Attends ici, je vais voir mes fleurs. J'en ai une pour une minute. Tenez bon, encore un instant. Oh! Pendant que j'y pense. Nous ne nous sommes pas présentés, n'est-ce pas? Je m'appelle Aeris, je suis marchande de fleurs. Ravie de te rencontrer. Moi, c'est Cloud. Je suis un touche-à-tout. Un touche-à-tout? Ouais, je fais un peu de tout. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Pourquoi ris-tu? Désolée, On peut ouvrir et faire se superposer plusieurs bulles en même temps, on parle de ce qu'on ressent, ce qu'on pense, les idées clashent, plus que 2 ou 3 répliques. Très franchement, il leur manque littéralement que la parole. On y viendra. On y viendra. Chaque personnage a des lignes de dialogue différentes pour chaque situation du jeu. Aucun ne réagira strictement de la même façon, à quelques rares exceptions près, ce qui donne une replay value toute particulière, puisqu'en fonction de l'équipe qu'on compose dans chaque partie, on aura des dialogues différents, parfois une simple bulle, mais parfois des arcs entiers de discussions différents qui vont se développer. Pour vous dire, à cause de son développement qui changeait régulièrement en cours de route, certaines scènes contiennent encore dans leur code des répliques pour des personnages qu'il est impossible d'avoir dans ces situations. Simplement parce que, au cas où, on en avait codé une spécialement pour lui au cours du développement. Le genre de petites attentions qui participent à donner au personnage une vraie personnalité. Tellement de personnalité que les émotions et pensées de Cloud elles-mêmes peuvent devenir le récit tant elles sont développées. Quelque part, je pense que si FF7 a autant marqué les joueurs de l'époque, majoritairement très jeunes et masculins, c'est parce qu'on a tous senti qu'en un sens, Cloud, c'était un petit peu nous en fait. Quelqu'un qui savait pas encore qui il était, comment il devait gérer le rapport entre ce qu'il était, ce qu'il est et ce qu'il va devenir, quels devaient être ses modèles et jusqu'où il devait s'en inspirer avant d'arriver à l'imitation. On parle de la rupture du cordon avec la mère, des premiers amours, du cœur qui balance, des relations d'enfance qui évoluent vers quelque chose de parfois si compliqué. Il a honte de parler en public, de dire ce qu'il pense, il joue au dur alors qu'il est mal à l'aise en romance avec sa sexualité, avec les autres et avec lui-même. Mais surtout, on le voit évoluer, là où tant de héros resteraient les mêmes du début à la fin de l'aventure.
Alors ça on y reviendra un peu plus loin, mais il faut noter que c'est valable pour tous les personnages. Ils ont tous un arc narratif propre, et comme les individus évoluent, leurs relations évoluent également. Tifa et Aerys, se disputant Cloud, vont au final apprendre à s'apprécier, et si l'une, fragile mais ouverte et aventureuse, va s'endurcir, l'autre, forte mais fermée et pleine de doutes, va devenir plus honnête avec ses sentiments. Barrett, le leader, va au final prendre du recul en réalisant que ses émotions dirigent trop ses choix et qu'un chef doit être plus mesuré. Sid, solitaire et désabusé, va recommencer à croire en quelque chose et s'attacher au groupe. Et l'un des meilleurs personnages de n'importe quel jeu vidéo au monde, Rouge 13 ou Nanaki comme l'appellent ceux qui l'aiment, rejetant son passé et voulant grandir trop vite, finira par faire la paix avec l'un et avancer plus naturellement vers l'autre. Et l'un des points principaux qui marque à la fois la maturité et l'intelligence de ce récit, c'est que tous ces personnages principaux sont réunis par un même thème. Être les survivants d'une époque révolue. Cloud est un gars qui a fondé toute sa personnalité sur une époque où les héros de guerre étaient vénérés. Mais le temps d'en devenir un, les héros n'avaient plus aucun sens. Barrett a vu sa femme et son village disparaître, tout comme Tifa, tandis que Nanaki est le dernier représentant de son espèce. Sid est le dernier pilote du monde capable d'aller dans l'espace, ce qui n'est plus un projet. Les peluches Kachi, oui, alors, ça s'écrit comme ça, mais c'est irlandais, donc c'est comme pour Saoirse Ronan. Les lettres, c'est pour faire joli. Et en vérité, ça se prononce Cat-Chi. Et c'est une peluche de chat ensorcelé montée sur un robot Mog géant qui dit la bonne aventure. Et donc les peluches Kachi sont produites à la chaîne et donc chacune n'est que celle qui survit tant qu'elle est en vie. Et Aerys est littéralement la dernière descendante d'un peuple disparu. Le jeu propose même ça pour ses personnages optionnels, l'un, Vincent Valentine, étant une sorte de mort-vivant, donc lui aussi un survivant d'un ancien temps, et Yuffie étant l'une des dernières ninjas de Wutai. Parce que ce que le jeu dit sur la vie et la mort, son thème, c'est que la vie c'est de survivre à la disparition de son époque, à l'avancée du temps. C'est un peu logique quelque part que le jeu soit sur l'influence du passé et du souvenir, vu qu'ils étaient en train de révolutionner le style de ces jeux, perso en 3D, point de vue de la caméra, et avaient peur que les fans de longue date critiquent, trop attachés aux styles et mécaniques rétro. Pendant tout le jeu, on peut rencontrer des persos non jouables qui parlent du temps d'avant, quand ils avaient un métier, quand leurs proches étaient encore vivants, quand le monde n'était pas encore pollué. À Corel Nord, on peut trouver un vieillard qui nous demande quand est-ce que le prochain train arrive, et si on parle à sa fille, elle nous explique que la ligne n'est plus en activité depuis 4 ans, quand la Shinra a ravagé le village de Barrett. La carte du monde elle-même est notable dans cette première version en 3D pour accompagner le storytelling et travailler l'idée de perte ou d'époque révolue, d'évolution irrévocable causée par la disparition de quelque chose que tu considérais comme acquis. Le village de Middle, par exemple, doit être exploré à fond tant qu'il est là, car après l'éruption de la rivière de la vie plus tard dans le scénario, il disparaît totalement. Presque, il reste 2-3 vendeurs de babioles à côté des débris, mais une bonne partie des éléments les plus importants à récupérer dans ce village sont à récupérer avant qu'il ne soit détruit. Et par la suite, le village est représenté par un simple cratère, par le vide, par l'absence. Le village fusée est marqué par la fusée qui dépérit après son faux décollage, et plus tard par son absence. On retrouve le fort Condor sans son oiseau une fois que l'œuf a éclos, et on conserve les cicatrices de notre affrontement avec l'arme ultime qui s'écrase au sol et laisse derrière elle un gigantesque cratère qui permet d'accéder à une nouvelle zone de jeu, un nouveau donjon, prouvant l'idée que survivre au monde qui évolue est plus important que ce qu'on en a perdu. Le monde change, littéralement. Et si parfois ça laisse des cicatrices, c'est aussi un signe de progression. Ce focus sur les survivants et le passé, les guerres de Wutai qui ont touché la mère adoptive d'Aerys, les expériences Dojo, Nibelheim, crée un passé tangible pour tout ce monde et ses personnages, mais permet aussi de travailler le message principal de Final Fantasy VII, le combat le plus important, continuer à avancer. Qu'ont différents nos héros par rapport au reste du monde? Ils continuent de se battre. Là où tous les gens sont tournés vers le passé, nos héros regardent vers l'avenir. Là où la plupart des gens restent sur place et font leur vie, eux explorent et agissent. Et non seulement ils survivent aux épreuves, mais ces batailles les rendent plus forts. Le système de jeu devient alors la métaphore de son message. Chaque bataille rend les personnages plus rapides, puissants, leur débloque de nouvelles magies, de nouvelles compétences, de nouvelles aptitudes. Même les musiques travaillent ce thème, et j'y reviendrai plus tard parce qu'elles ont besoin de leur section, mais il est important de noter que le thème des combats normaux s'appelle
Those Who Fight, ceux qui se battent. Et celui des boss s'appelle Those Who Fight Further, ceux qui se battent toujours plus. Pour survivre, il faut affronter le monde, ce qui nous rend plus forts. C'est là qu'il est important du coup de faire une distinction qui n'est pas très claire pour tout le monde. Le chaos dans les combats. Comme son nom l'indique, il ne s'agit que d'un chaos. Le personnage ne meurt que si l'équipe entière est décimée, car cette personne n'est plus là pour remettre sur pied les autres. Mais ils ne sont pas morts, ou ils retourneraient à la rivière de la vie. Les objets queue de phénix, utilisés pour animer nos alliés, ne marchent donc pas pour ressusciter les gens, mais pour leur faire reprendre leurs esprits. Ça porte à confusion parce qu'il y a des morts subites et d'autres réanimations qui font venir de petits anges pour nous ramener à la vie, mais vraiment, un chaos, c'est pas une mort. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser de queue de phénix après... Bon. Alors voilà, il va être temps de parler de la scène la plus connue de Final Fantasy VII, celle qui a laissé une trace indélébile dans la mémoire des joueurs. La mort d'Aerys. Parce que s'il y a bien un événement destiné à traiter de la question de la mélancolie, de la vie et de la mort, c'est bien celui-là. Dans les autres jeux, les morts étaient très grandiloquentes, généralement sur des personnages pas trop importants, je veux dire. Dans certains, comme le 4, ils semblaient exister que pour mourir. En plus, les plus importants revenaient quasiment toujours à la vie. Il suffit de voir le temps dédié à l'impact de ces événements pour juger de leur force. Ici, ça arrive quand on ne s'y attend pas du tout et après avoir passé presque tout le début du jeu avec elle. On a été longtemps isolés tous les deux, et elle nous a aidés à avancer, à décoincer Cloud, à protéger la fille de Barrett, on a eu à aller la sauver dans une tour, et pendant tout ce temps, elle est restée le personnage le plus optimiste du jeu. Aerys était un rayon de soleil dans les taudis, la marchande de fleurs à robe rose, très fragile au début, mais le jeu prend un malin plaisir à la rendre de plus en plus puissante, même au corps à corps, et indispensable avec ses limites qui guérissent ou soignent toute l'équipe gratuitement. Aerys essayait toujours de trouver le point positif, de voir le bon côté des gens, de ne pas se laisser abattre, et nous a motivés à maintes reprises, sans parler du fait qu'elle et Cloud se draguent ouvertement. En effet, depuis le début, Aerys nous parle d'avoir un rendez-vous galant. Très vite, on a la scène au milieu des jeux pour enfants, qui elle aussi a marqué tout le monde, où elle parle de son premier amour et dit à quel point il nous ressemble, et le jeu reste en RPG, une histoire au minimum interactive, il garde en mémoire nos interactions avec Aerys, qui, si elles sont un minimum civilisées, nous amène généralement à sortir avec elle lors d'une soirée où le groupe est bloqué au Gold Saucer, et donc à participer activement à une romance avec le personnage qui, grâce au dialogue spontané et naturel, a eu le temps d'exprimer sa personnalité adorable et attachante tout au long du jeu avant le moment fatidique. Et au passage, il faut noter que Final Fantasy VII propose un traitement très correct de quelque chose qui est aujourd'hui plutôt mal vu comme étant un gimmick cheap, un triangle amoureux. Il est relativement indéniable que Aerys et Cloud ont une romance dans le jeu, c'est pas pour rien qu'on la rencontre avant Tifa et qu'elle donne lieu à une interaction afin de créer un premier lien avec le joueur. Cela dit, plusieurs personnages sont débloquables à cette soirée, y compris Barrett, mais c'est cependant difficile à obtenir et si on n'y va pas avec Aerys, il est fort probable qu'on y aille plutôt avec Tifa. Elle et Cloud ont un passé particulier et le jeune homme a toujours eu une fascination pour elle, au point d'avoir du mal à oser l'aborder. Leur rapprochement a eu lieu dans des conditions très spéciales et les a menés à la fameuse promesse dont on parle au tout début du jeu, le seul élément du passé, dans ce jeu qui est contre la nostalgie, auquel il faut s'accrocher et faire honneur. Mais bien que la jeune femme soit l'une des meilleures combattantes lorsqu'il s'agit de défendre ses proches et ses idées, c'est aussi le personnage qui hésite le plus. Et du fait de son hésitation, elle laisse la relation Cloud et Aerys se développer, impuissante et elle-même sous le charme de la jeune fille et sa dévotion. Et la tragique disparition d'Aerys mènera à ce qu'ils s'ouvrent l'un à l'autre, littéralement aussi bien que métaphysiquement, lorsque la peur de se perdre deviendra plus forte que la peur de se dire la vérité. L'intrigue romantique de Final Fantasy VII est une des plus adultes et des plus rondement menées que j'ai vues de ma vie, et c'est même la première fois dans un jeu de la franchise, qui avait jusque-là connu quelques épisodes un peu coquins, qu'on suggère assez lourdement que les personnages ont couché ensemble juste avant de se lancer dans la dernière mission, marquant l'importance du danger qu'ils s'apprêtent à aller affronter. Mais revenons-en à la raison de ce triangle, la mort d'Aerys. Pour rendre le moment encore plus impactant, le jeu utilise chaque corde à son arc. D'abord, il nous prive de ce personnage dans nos groupes de combat, ce qui nous permet, avant de la perdre, de se rendre compte à quel point est-ce qu'elle manque à nos stratégies. On nous fait sentir qu'est-ce qui serait perdu en enlevant Aerys, juste avant de nous retirer Aerys. On nous fait comprendre à quel point on l'aime, juste avant de la perdre. Il nous fait également sentir l'urgence d'aller à sa recherche, car les transitions habituellement en fondu du jeu deviennent soudainement brusques juste avant la séquence qui concerne sa mort.
changeant le ressenti sur le joueur avec le côté subitement sec des transitions, comme si la situation était trop périlleuse pour pouvoir prendre le temps de faire un fondu. Arrivé face à Aerys, il rapproche la caméra, et s'ensuit une des idées qui me semble la plus intéressante en termes de mise en scène vidéoludique, retirer le contrôle au joueur. À plusieurs reprises dans l'histoire, Cloud va voir son contrôle lui échapper pour obéir à la volonté de Sephiroth, et laisser le joueur incapable de décider des mouvements ou des actes de son avatar, ce qui nous transmet la sensation qu'a Cloud lui-même quand il voit son contrôle lui échapper. Lorsque Cloud s'approche d'Aerys, il s'arrête jusqu'à ce qu'on appuie sur un bouton et commence une série d'actions scriptées que l'on n'a aucune envie de voir s'accomplir. Chaque pression sur un bouton d'action lui faisant faire un geste de plus pour frapper la jeune femme avec son épée, tandis qu'une pression sur les touches directionnelles le fait se débattre, mais jamais reculer ou reprendre le contrôle. Impuissant, on est obligé de laisser la séquence se poursuivre pour espérer nous libérer, jusqu'à ce qu'enfin Cloud reprenne ses esprits. C'est juste après ce moment particulièrement désorientant pour le joueur, son personnage qui refuse de lui obéir, que le jeu déclenche une cinématique et fait surgir Sephiroth du sommet du lieu. À partir de là, la séquence cinématique, la narration visuelle du cinéma prend le relais. Le panoramique vers le haut nous fait tomber Sephiroth droit sur la gueule, créant un sentiment de danger et transformant son katana en authentique épée de Damoclès, s'abattant sur notre ami. La façon de représenter la scène visuellement est particulièrement forte et incroyablement violente. L'épée traverse d'un coup sec et pile au centre de la colonne vertébrale, ce qui transforme le personnage en véritable poupée qui s'effondre sur elle-même. Après une légère pause pour montrer ce fils de pute sourire, il retire sa lame le plus lentement possible avant de laisser la jeune fille s'effondrer sur le sol, laissant échapper la matière qu'elle cachait dans ses cheveux, qui tombe à l'eau. Le choix du bruitage avec un fort écho, évoquant le vide que la jeune fille va laisser, additionné à la musique, font de ce moment un des plus émouvants qui soit. Aussi émouvant que le travail des animateurs sur les soubresauts provoqués par le frottement de la lame sur les nerfs et ses mains qui essayent désespérément d'agripper l'épée pour atténuer la douleur, n'est glaçant. Bordel, qu'est-ce que c'est trash pour un personnage pareil? C'est pour ça aussi que la scène est forte, c'est pas juste un pixel qui passe de debout à coucher, il y a de la vie et de l'émotion dans chaque mouvement de cette séquence. Après cette cinématique, en retournant à une scène in-game, on a un plan spécifique à cette scène qui met Cloud et Aerys au premier plan. Notre héros sort un discours déchirant justement sur l'idée de devoir te séparer de ce que tu aimes, que ton monde change et que tu dois y rester malgré la disparition de ce qui t'est cher, et sur la nécessité de se battre pour protéger ce qui reste. Des mouvements très subtils comme une main sur l'épaule, une caresse sur le visage, sont si simples et disent tellement de choses en même temps. J'ai pleuré pendant cette putain de scène. Et pour achever de tuer l'âme des joueurs et l'innocence des plus jeunes, pour porter son message, immédiatement après, sans même couper la musique, le jeu lance un boss fight contre Jenova, qui n'aura pas non plus de fanfare de victoire pour respecter l'émotion de la situation. Ceux qui survivent sont ceux qui continuent le combat, même quand ils sont au plus bas. Pour nous faire vivre cette scène, tous les artifices du jeu vidéo sont utilisés. Plan de caméra, animation des personnages 3D, dialogue, musique, cinématique, perte de contrôle du personnage, et même un combat. Je suis même certain qu'on aurait pu faire le changement de disque après la mort d'Aerys, mais que c'était un tel symbole de passage à autre chose, de perte, un tel événement dans le récit, qu'on a décidé d'arrêter là, comme si Aerys était le CD1, qu'on rangeait dans sa boîte, son cercueil, pour ne plus y revenir. Et c'est tellement réussi, qu'on n'a jamais remarqué quel point c'était en vrac. À cette scène, je sais pas combien de fois ils l'ont changé, mais ça devait être un paquet, parce que entre les gants qui apparaissent d'un plan à l'autre, et l'orientation des personnages qui ne correspond pas du tout entre avant et après la séquence, pour lui permettre de se dérouler, Aerys doit être au bord de l'escalier pour qu'on y voit sa matéria y tomber, mais elle bloquerait Cloud, donc on l'a mise au fond au début et on l'a changé de place pendant le panoramique. Mais comme dans un film, quand l'émotion est là et l'événement a été correctement préparé, la suspension d'incrédulité fonctionne à 200% et prend le pas sur tout le reste. Pendant des années, des rumeurs plus folles les unes que les autres ont été entretenues sur la possibilité de faire revenir Aerys dans le jeu, mais si on a compris le message, on sait à quel point ce serait absurde et contre-productif vis-à-vis du thème. Pour parler de la survie, de la vie et de la mort, il fallait inclure dans le script le fait de survivre à la disparition d'un des personnages. La mort d'Aerys est probablement l'événement de fiction le plus traumatisant de mon enfance, et c'est sans doute l'une des premières fois que j'ai pleuré devant une œuvre audiovisuelle. La deuxième fois que j'ai pleuré. Lors de cette séquence, on utilise non seulement les codes de la narratologie, avec les dialogues et les scènes cinématiques, ou encore les angles de caméra, mais aussi les codes de la ludologie, en nous retirant un personnage auquel on s'était attaché à cause de son comportement, mais aussi de son utilité en combat, et
en nous retirant le contrôle de Cloud. Ces choix de mise en scène étaient révolutionnaires à l'époque et ont eu une efficacité redoutable. Par ces choix narratifs et ludiques, nos personnages deviennent plus que de simples avatars et moyens d'interagir avec le monde, mais de précieux survivants, dont l'évolution devient primordiale pour les protéger du monde et empêcher que le drame ne se reproduise, si on a quelque chose à y redire. Et c'est là du coup que je voudrais revenir sur la question que j'ai posée dans la première partie, pour ouvrir le débat, pas comme une réponse définitive comme certains l'ont cru, ce serait quand même con de donner la réponse à une vidéo en 5 parties dès la première. Est-ce que le jeu vidéo, c'est de l'art? Et ma réponse c'est que non, jusqu'à la sortie de la 5ème génération de consoles et de jeux comme Final Fantasy VII. Les jeux des premières générations de consoles, jusqu'au 8 bits, utilisaient des représentations graphiques qui, à mon sens, n'ont pas plus de valeur artistique que les illustrations d'un mode d'emploi. C'était avant tout pratique, parce qu'il faut bien présenter un environnement pour y jouer, mais les jeux qui tiraient parti de cela pour créer un vrai univers, faire ressentir quelque chose, étaient pour ainsi dire inexistants. De même pour la narration, qui était vraiment au niveau de trouve-clé pour ouvrir porte, ou complète donjon pour avancer. La 4ème génération, les consoles 16 bits, avaient légèrement amorcé ce virage artistique. Une cutscene par-ci faisait appel pour 2 secondes à quelque chose de plus cinématographique, un Castlevania par-là utilisait des châteaux pour créer une ambiance un peu plus sombre, ou un Earthworm Jim créait une atmosphère plus cartoon. On commençait même à faire appel à un storytelling plus visuel, y compris dans les jeux non narratifs. C'est bête à dire, hein, mais avoir une illustration différente si notre perso remportait le combat dans Street Fighter ou s'il le perdait, était une décision prise purement pour nous faire encore plus ressentir notre cuisant échec ou notre victoire indiscutable. Et bien sûr, les 3 Final Fantasy Super NES et de nombreux autres jeux avaient commencé à laisser assez de place au dialogue, à la narration vidéoludique et à offrir assez d'émotions visibles aux personnages pour qu'on s'identifie vraiment à eux, qu'ils dépassent leur statut d'avatar et nous motivent à sauver leur monde. Mais c'était encore trop brut, trop réduit à l'essentiel, trop survolé pour véritablement engager la plupart des joueurs émotionnellement. Avec l'arrivée de la 5ème génération de consoles, la 3D et les progrès technologiques y compris dans les décors 2D, là, le jeu vidéo devient de l'art. Toujours pas systématiquement, mais j'ai envie de dire que c'est le problème avec tous les arts, hein. Il y a quelques pépites et 3 tonnes de merde et des trucs à peine potables à côté pour remplir. Mais avec l'évolution du rapport au point de vue apporté par la caméra et la capacité quasi infinie à raconter des histoires en texte, et relativement confortable pour raconter une histoire avec des voix, les concepteurs de jeux vidéo ont fait rentrer le jeu vidéo dans l'art avec un A majuscule, grâce au code de l'audiovisuel et du cinéma, notamment à travers les cinématiques et les cutscenes. Pour sortir un peu des Final Fantasy, on pourra noter Metal Gear Solid, qui, outre le fait que ces cinématiques semblent toutes droit sorties d'un film de James Bond des années 90, arrive à les utiliser pour que l'histoire soit le moteur principal des actions du joueur. Par exemple, une bonne cinématique associée au fait de ne pouvoir avancer sans se faire canarder par une sniper va nous pousser à faire ce que presque aucun jeu ne pouvait s'autoriser. Nous faire revenir en arrière pour aller chercher un objet particulier au lieu de continuellement avancer, sans que ça ne passe pour un simple recyclage comme dans un Ghosts & Goblins qui nous fait refaire 2 fois les mêmes niveaux afin d'augmenter artificiellement la durée de vie du jeu, et surtout nous faire abandonner notre collègue avec remords. On est loin du Yoshi qu'on sacrifiait volontairement pour faire des sauts plus larges dans Mario, on est véritablement déchiré à l'idée de devoir abandonner notre collègue. Ok, le jeu ne nous laissera pas avancer de toute façon, mais le stress de la situation, la motivation à aller chercher une arme, c'est le sort de notre ami, pas l'envie d'aller au bout d'un couloir. Malgré tout, je dirais qu'il y a un petit problème avec le jeu vidéo, c'est qu'on peut très difficilement raconter tout type d'histoire. Une étude de personnages comme Citizen Kane par exemple serait quasi impossible en jeu vidéo car il n'y aurait rien à accomplir pour le joueur. À la limite, on pourrait l'adapter sous forme d'une enquête en point and click, agrémentée de quelques cutscenes, mais jamais on n'arriverait à faire ressentir la vacuité de la vie de Kane en ayant eu, nous, la satisfaction d'obtenir des indices au fil du jeu, même s'il n'aide pas à comprendre le vrai dilemme du personnage de Kane. Le journaliste du film est continuellement frustré de finir tous ses entretiens et ses enquêtes avec plus d'informations sur la vie de l'homme, mais rien qui n'expliquerait ses derniers mots, sa mission principale. Mais nous, joueurs, aurions continuellement la satisfaction de trouver les indices, les bonnes personnes à qui parler, ou les bonnes questions pour faire progresser le dialogue. Le fait que ce soit à la caméra de nous révéler, à nous spectateurs, mais à aucun des personnages du film, le vrai sens de ces dernières paroles, est ce qui prouve que malgré tout ce qu'on sait sur sa vie, personne n'aura jamais compris quelle était la vérité profonde qui définissait Kane, son besoin de se sentir aimé. Si notre personnage le découvre, cette question de vacuité de la vie entière de l'homme est perdue. Et à l'inverse, quel joueur serait satisfait d'apprendre qu'il a passé tout le jeu à récolter des objets, des preuves, des morceaux d'histoire de Kane pour finir sans réponse, ou en tout cas avec une réponse qui n'a à aucun moment dépendu de son travail de recherche. Déjà que très peu de gamers aiment les point and click parce qu'ils se font chier. Bref, même un jeu aussi poétique que Flower ou Journey contient des objectifs spécifiques à accomplir.
Stalker, lui aussi basé sur une exploration, serait impossible à rendre intéressant en jeu vidéo avec l'errance sans but et a priori hasardeuse des héros. Ça deviendrait simplement l'adaptation d'une balade à la campagne. On pourrait vite fait lui apporter de la mélancolie avec un filtre coloré, ses images de ruines, quelques répliques un peu cryptiques d'un personnage, mais ça resterait assez insatisfaisant et je suis même pas sûr qu'on serait assez motivé pour y jouer 2 heures, la durée du film. Parce que, si vous connaissez pas Stalker, les héros savent à peine pourquoi ils suivent un chemin précis au milieu de la végétation. Ils tentent de détecter des pièges, mais on n'en voit jamais un exploser, et on sait à peine s'ils vont dans la bonne direction, ni si le lieu auquel ils accèdent à la fin était ce qu'ils devaient trouver. Et du coup, dans un jeu, rien ne serait jamais accompli, rien ne se produirait, toutes les actions seraient vaines. C'est le sens du film, montrer la vacuité de tout ce que font les persos. Et au bout du chemin, chacun est confronté à la vacuité de sa propre quête, pour ne rien spoiler. Super satisfaisant pour le joueur, non ? Soyons encore plus simples, parce que c'est vrai que certains jeux arrivent à traiter de l'abstrait. Comment on ferait un jeu sur le drame familial français classique ? Sur une coloc à la auberge espagnole ? Sur un biopic comme The Aviator ? Ou sur une comédie franchouillarde ? Oui, c'est toi que je regarde, bienvenue chez les ch'tis. Et c'est pour ça que si je reconnais ici des progrès dans les aspects narratifs et artistiques en général du jeu vidéo, je ne peux m'empêcher de grimacer quand j'entends les gens dire que le jeu vidéo a atteint ou dépassé le cinéma. Je trouve que c'est un art limité. Après, je pense ça de la plupart des formes d'art, c'est pour ça que le cinéma est ma préférée, mais on me retirera pas de la tête que le jeu vidéo sera toujours limité dans sa volonté artistique par son côté pratique et ludique. Le score, l'objectif à atteindre, le besoin d'intéresser le joueur. Cependant, pour fermer cette ouverture sur les autres jeux et revenir à ce qu'on a évoqué avec FF7, le jeu vidéo est aussi capable d'effets qu'aucun autre art ne peut atteindre grâce à la manipulation de ses propres codes. Comme quand l'un des boss de Metal Gear Solid, Psycho Mantis, capable de lire et manipuler les pensées, lit le contenu de notre carte mémoire, à quel point est-ce qu'on sauvegarde régulièrement pour juger notre personnalité, ou crée un faux bug du canal vidéo de notre télévision pour déclencher sa capacité à lire nos actions sur la manette, et s'en protéger à l'avance, nous poussons à la débrancher et à utiliser le port 2 afin de le déstabiliser, sous peine d'un combat encore plus rude. Un passage comme la possession de Cloud face à Aeris provoque une émotion qui aurait été beaucoup moins palpable si elle avait été simplement montrée dans un film, grâce au code du jeu vidéo lui-même, et c'est une des choses qui en fait un des événements fictifs les plus traumatisants de mon enfance. Et en parlant de mes souvenirs de jeu, le souvenir d'Aeris qui plane sur tout le reste de l'aventure participe au thème des survivants et de la nostalgie d'un monde disparu. Pour travailler une notion de mélancolie, il fallait poser le problème des souvenirs et du rapport au passé qui disparaît en général. Ce que le jeu a également fait de façon très ingénieuse en proposant de très nombreux flashbacks dans lesquels il a joué avec la narration vidéoludique afin de faire ressentir la même chose au joueur qu'à son héros. Cloud est un narrateur non fiable. Lorsque l'on sort de Midgar, Cloud nous raconte son passé et les événements qui ont mené à ce qui se passe aujourd'hui. Et au lieu de raconter les événements passivement, comme beaucoup d'autres jeux, c'est une phase de jeu. Donc nous interagissons avec l'environnement et certaines actions sont particulièrement appuyées, comme à quel point Cloud a essayé de voir Tifa ou ce qu'il a fait chez elle. De sorte que, plus tard, dans le jeu, lorsque Sephiroth nous dit que ce récit était faux, on ne le croit pas et qu'à mesure qu'on réalise qu'il avait raison, on sente notre propre passé nous échapper. Mais non, Cloud il a raison, je sais ce qu'il a vécu dans son passé, je l'ai fait, j'étais là, je l'ai joué. On doit prendre des tas de décisions dans FF7 qui nous confortent dans l'idée qu'on est le personnage de Cloud. Un joueur de RPG, à travers ses multiples petites décisions qui semblent sans importance, doit jouer la personnalité d'un personnage, répondre ce qui lui semble le plus probable. Et donc, tout comme Cloud, nous avons joué, imité la personnalité de Cloud, comme il imitait celle de Zack. Et tout comme Cloud qui s'était persuadé de ses mensonges, les tenait comme des faits, nous devons accepter de dire adieu à ces souvenirs qui avaient bâti la personnalité de Cloud, notre personnalité, et dire adieu aux rêves du soldat courageux. Faire le deuil de nos anciens rêves et modèles. Et non seulement ce twist est bien préparé et partagé avec le joueur, le jeu nous suggérant dès le début que quelque chose ne va pas avec les souvenirs de Cloud grâce à divers voix intérieures ou flash blanc lorsqu'il essaie de se rappeler d'un truc, mais il est aussi pleinement justifié par le message du jeu. Le combat pour la survie quand le monde évolue et le tien disparaît. Et le personnage qui représente le mieux cette idée, c'est le méchant principal. Il est grand temps d'aborder la question de Sephiroth. L'une des choses pour laquelle FF7 est le plus connu, c'est son méchant, Sephiroth, et c'est pas pour rien car c'est l'élément central le plus travaillé du récit. Comme on l'a vu, le jeu propose une coupure narrative très claire après les environ 8 premières heures de jeu. Au cours de ce premier acte, le nom de Sephiroth n'est name droppé par le président de la Shinra qu'une seule fois, mais rien que le mouvement de recul de Cloud nous indique qu'il est un personnage de légende, dont la simple évocation provoque stupeur et tremblement.
Nous n'avons aucune idée, en démarrant le jeu, de qui est Sephiroth. Mais pour nos personnages, c'est aussi connu que la baguette de pain en France. À la fin de l'acte 1 de l'histoire, on réalise qu'il est toujours vivant et encore plus dangereux que la Shinra, car il en a attaqué et tué le président sans aucun problème. On s'enfuit, et notre groupe se rend au petit village de Kalm, où on nous propose alors de jouer ce fameux flashback pour nous présenter ce mystérieux Sephiroth. Le travail de la mystique de Sephiroth était poussé jusqu'à la notice du jeu. Elle s'emmerde à nous proposer des fiches pour tous les personnages, y compris Sephiroth, qui est pourtant le seul qui n'a pas d'illustration. Du coup, surtout à l'époque où il n'y avait pas internet, le seul moyen de savoir qui était ce mec, c'était de jouer plusieurs heures, au moins jusqu'à ce flashback, donc au moins 8 ou 10, chacune renforçant l'importance du personnage. Le mystère était enivrant. Pourquoi est-ce qu'on nous en parle? Pourquoi est-ce qu'il est dans la notice avec nos personnages principaux? Et s'il y est, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas sa photo? Je me souviens encore que j'étais persuadé à l'époque que ça devait être une erreur d'impression. Il pouvait pas avoir oublié un personnage comme ça dans la notice. Mais avant même de connaître son importance et son apparence, ce simple choix a démultiplié le côté légendaire de Sephiroth. Ce flashback n'est donc pas scripté. Dès le premier écran, on se ramasse un dragon sur la gueule et on prend le contrôle d'un jeune Cloud de 16 ans, encore troufiant de base dans le soldat, et de fait, encore de niveau 1. Avec nos 140 misérables HP, on ne peut qu'assister impuissant à notre mise à mort, mais c'est alors qu'on voit Sephiroth, dont on n'a pas le contrôle et qui est au niveau 30, alors qu'il est très improbable qu'à cette étape du jeu on ait dépassé le niveau 15, le buter en 2 coups d'épée ou 2 magies de niveau supérieur à tout ce qu'on peut espérer avoir jusqu'ici, à moins d'avoir fait pas mal de leveling, et éventuellement nous ramener à la vie, chose uniquement faisable pour nous avec une queue de phénix. Sephiroth n'est pas juste un meilleur soldat que tout le monde, il est aussi meilleur que nous, meilleur que le joueur. Il a atteint un niveau inaccessible pour le joueur à ce stade, et ainsi, il nous impressionne au combat autant qu'il impressionne Cloud dans le récit. Un moyen très intéressant d'utiliser le système de combat du jeu pour assister le storytelling, et là s'ils en rajoutent une couche parce qu'en retour de flashback, Cloud se croit obligé de préciser qu'il était incroyablement puissant alors qu'on avait là un excellent show don't tell. Et le build-up ne s'arrête pas là, puisque l'on va passer tout le jeu à la recherche de Sephiroth, et donc être confronté à ses exploits, avec ce serpent increvable, empalé sur un arbre alors qu'il nous empêchait de passer il y a 2 secondes, qui est toujours là après d'ailleurs, j'ai toujours trouvé que ça brisait complètement le storytelling, mais bon. Et il va régulièrement manipuler Cloud afin de récupérer des objets, tuer Aeris et tout ce qui s'ensuit. On pourrait presque avancer l'idée que Sephiroth est tellement puissant qu'il est conscient d'être dans un jeu vidéo, avec ce regard caméra dans ce plan, et ses commentaires sur l'aspect marionnette de Cloud qui pourrait se référer autant à sa condition psychologique qu'à sa nature d'avatar de jeu vidéo. Après tout ça, autant dire que le combat de fin est particulièrement cathartique, libérateur, et donne un vrai sentiment d'accomplissement. Et ça m'avait échappé pendant des années, mais dans la logique de cette lutte pour la survie, de survivants à un monde disparu, Sephiroth est on ne peut plus logique comme ennemi. C'est le passé par définition. Le héros de légende, aujourd'hui oublié, le passé de la planète à travers sa mère Jenova, et tout ce qu'a causé la Shinra à travers lui ou grâce à lui. Il symbolise le traumatisme de Cloud et Tifa à Nibelheim, de la disparition de son peuple pour Aeris à travers sa mère Jenova, de Yuffie avec le rôle qu'il a joué dans le conflit de Wutai, de son passé coupable pour Reeve à travers le personnage de Kachi, et de la Shinra pour Barret et Sid. Il est même lié au traumatisme de Vincent. Sa seule obsession est son passé qui l'a traumatisé, et son désir de reproduire le plan de sa mère. Et ce qui fait de lui l'ennemi ultime de Cloud, c'est à quel point il est lié à son passé. À sa relation avec Tifa, qu'il voulait impressionner en devenant comme lui, à la destruction de son village et avec la mort de sa mère, et à son passé de cobaye avec Zack quand Hojo a voulu faire des expériences sur lui et comprendre comment il l'avait vaincu. C'est là qu'il lui a injecté des cellules de Jenova, modifiant donc son héritage génétique, symbolisant une fois de plus un lien avec le passé de notre héros. Et ce rapport au passé lui confie son aura autant que sa puissance démesurée. Pour finir, beaucoup pensent qu'en fait on suit Jenova et pas Sephiroth, puisque son corps à lui est au cratère nord, et on commence à le croiser après que celui de Jenova soit sorti de sa cage, mais c'est plus complexe que ça. Jenova est en effet inspiré de la créature de The Thing, pouvant lire les souvenirs des gens et prendre une autre apparence, mais beaucoup estiment qu'en fait on suit Jenova qui prend l'apparence de Sephiroth, et j'ai toujours eu du mal à accepter cette idée car si seule Jenova était à l'œuvre, elle prendrait l'apparence de n'importe qui. Même pour tuer le président de la Shinra, elle pourrait le faire par elle-même, et non avoir besoin d'utiliser l'apparence et l'épée de Sephiroth. Et c'est à elle qu'on donnerait la Materia Noire dans le cratère nord, pas à Sephiroth. Au sens général, c'est lui qu'on suit, sa volonté incarnée, plus qu'elle. Le remake insiste même clairement sur ce point, mais je vous jure que j'avais eu cette idée bien avant, en montrant que Sephiroth utilise les corps contaminés pour amener la dépouille de Jenova hors de Midgar, ce qui explique pourquoi l'homme malade disparaît des taudis après cet événement.
Donc non, pour ceux qui se croient plus intelligents que tous les autres, on ne suit pas Jenova qui prend l'apparence de Sephiroth, mais Sephiroth qui utilise les gens contaminés par les cellules de Jenova pour amener sa dépouille et leurs cellules au cratère nord et accomplir son plan, sa volonté. Ce n'est pas Jenova qui se sert de l'image de Sephiroth, c'est Sephiroth qui se sert des cellules de Jenova. Voilà, je pense qu'on a évoqué toute l'histoire et évacué tous les spoilers. On peut maintenant revenir sur une dernière partie qui se consacrera aux mécaniques de jeu et à leur impact sur le storytelling. A tout de suite.